Tu penses que tout est déjà joué pour le PSG cette saison. Détrompe-toi. Ce qui se prépare en coulisses est bien plus profond, bien plus stratégique, et surtout bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Reste jusqu'au bout, parce que chaque information que tu vas entendre ici s'imbrique dans un puzzle beaucoup plus vaste, et à la fin, tu comprendras pourquoi le Paris Saint-Germain est peut-être à quelques décisions seulement de basculer dans une nouvelle ère, ou de tout compromettre. Une situation explosive qui dépasse le simple mercatos que l'on observe aujourd'hui n'est pas une succession d'événements isolés, mais un enchaînement logique de tensions sportives, de choix tactiques et de stratégies économiques qui convergent tous vers un même point. Le PSG est en train de redéfinir son identité, mais dans la douleur et l'incertitude. Dans cette analyse, on va décortiquer en profondeur 4 axes majeurs qui structurent cette période charnière. Le cas délicat de Gonzalo Ramos, symbole d'un talent sous-exploité dans un système exigeant, la tentative ambitieuse de recruter Morgan Rogers, révélatrice d'un changement de philosophie, les incertitudes tactiques de Luis Enrique à l'approche d'un choc monumental contre le Bayern Munichais enfin, l'importance capitale de Vitinha, dont l'état physique pourrait à lui seul faire basculer l'équilibre européen, Gonzalo Ramos, l'efficacité silencieuse étouffée par le système lorsqu'un club investit plus de 65 millions d'euros sur un attaquant, ce n'est jamais un choix anodin, c'est une déclaration d'intention, une projection dans l'avenir, une volonté d'installer un joueur comme pierre angulaire du projet offensif, et pourtant, dans le cas de Gonzalo Ramos, cette promesse semble aujourd'hui suspendue dans une zone grise, presque incompréhensible, parce que les chiffres, eux, ne mentent pas, et malgré un temps de jeu limité, malgré un statut fluctuant, il parvient à inscrire 12 buts, toutes compétitions confondues, ce qui témoigne d'une efficacité indéniable, d'un sens du placement aiguisé et d'une capacité à répondre présent dans les moments où l'équipe en a besoin. Mais ce qui pose problème, ce n'est pas sa performance, c'est son utilisation. Sous la direction de Luis Enrique, Ramos n'est pas un titulaire régulier, il n'est pas installé dans la continuité, il n'est pas intégré comme une référence offensive stable, et cela crée une dissonance évidente entre son potentiel et son rôle réel. Une frustration qui ne dit pas son nom, mais qui grandit un attaquant de haut niveau ne se construit pas uniquement sur ses statistiques, il se construit sur la confiance, sur la répétition, sur la sensation d'être central dans le projet, et lorsque ces éléments disparaissent, même les joueurs les plus disciplinés commencent à ressentir un déséquilibre intérieur. Ramos reste professionnel. Il ne fait pas de vagues, il accepte son rôle, mais il est évident que cette situation ne peut pas durer éternellement, car derrière cette façade de calme se cache une ambition claire, devenir l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Et aujourd'hui, Paris ne lui offre pas ce chemin de manière évidente. La Juventus, une opportunité ou un piège stratégique. C'est dans ce contexte que la Juventus apparaît comme une alternative crédible, presque logique, tant le club italien est en quête de reconstruction offensive après une saison marquée par des déceptions. L'idée d'un prêt n'est pas anodine. Elle révèle à la fois les limites financières du club turinois et une volonté de tester le joueur dans un nouvel environnement sans prendre de risques immédiats. Mais pour Paris, accepter un prêt signifierait reconnaître implicitement une erreur de gestion ou du moins une incapacité à exploiter pleinement un investissement conséquent. Un dilemme structurel pour le PSG, ce dossier dépasse largement le cas individuel de Ramos. Il interroge la cohérence globale du projet parisien. Faut-il conserver un joueur performant mais mal intégré? Faut-il le libérer pour maximiser son potentiel ailleurs? Ou faut-il revoir entièrement le système pour lui redonner une place centrale? Chaque option implique des conséquences lourdes, et aucune ne garantit une issue idéale. Morgan Rogers, le symbole d'un PSG qui veut muter dans le football moderne, certains joueurs ne se révèlent pas uniquement par leurs statistiques, mais par des moments précis, des instants où tout bascule. Et pour Morgan Rogers, ce moment s'est produit face au PSG, dans un contexte de très haute intensité où chaque détail compte. Ce n'était pas simplement un but, c'était une démonstration de sang-froid, de technique et de personnalité. Et ce type de performance laisse toujours une trace dans l'esprit des recruteurs. Un profil qui correspond à une vision Roger n'est pas un joueur classique, il incarne une nouvelle génération capable d'évoluer sur plusieurs postes, de s'adapter aux transitions rapides et de déséquilibrer les défenses par des prises d'initiative constantes.
C'est précisément ce type de profil que recherche Luis Enrique, un joueur capable de participer à un football fluide, imprévisible et collectif. Une bataille financière et stratégique, mais ce transfert n'est pas qu'une question de volonté sportive, c'est aussi une guerre économique et concurrentielle face à des clubs comme Arsenal, Manchester United ou encore Chelsea, qui disposent à la fois des moyens financiers et de l'attractivité de la Premier League. Le montant évoqué, proche des 95 millions d'euros, n'est pas seulement élevé, il est révélateur de la rareté du profil et de la tension du marché. Un pari sur l'avenir ou une pression immédiate. Investir une telle somme sur un joueur encore en phase d'affirmation implique une prise de risque importante, car il faudra non seulement qu'il confirme son niveau, mais qu'il s'adapte immédiatement à un environnement exigeant et médiatisé. Le PSG joue ici un jeu dangereux, oscillant entre anticipation stratégique et pression immédiate de résultats. Le choc contre le Bayern, une équation complexe. Duel entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich dépasse le cadre d'une simple demi-finale. Il s'agit d'un affrontement entre deux visions du football, deux dynamiques collectives et deux ambitions européennes. Mais à quelques jours de ce choc, Paris n'aborde pas cette rencontre dans une sérénité totale. Des incertitudes qui modifient tout l'équilibre les situations de Vitinha. Nuno Mendes et Fabian Ruiz ne sont pas de simples détails médicaux. Elles influencent directement la structure du jeu, la capacité de projection et l'équilibre défensif. L'importance du milieu, le véritable champ de bataille. Dans ce type de confrontation, le milieu de terrain devient le cœur du jeu, l'endroit où se décident les rythmes, les transitions et les opportunités. Et c'est précisément là que l'absence potentielle de Vitinha devient critique. Vitinha, le facteur X qui déstabilise tout un continent, il existe dans les grandes équipes, des joueurs dont l'impact ne se mesure pas uniquement en statistiques, mais dans leur capacité à structurer l'ensemble du jeu, à imposer un rythme, à orienter chaque phase avec une précision presque invisible pour le spectateur occasionnel. Et dans ce registre, Vitinha s'impose aujourd'hui comme l'un des profils les plus déterminants du football européen moderne. Ce qui fascine chez lui, ce n'est pas seulement sa technique ou sa vision, mais cette faculté rare à rendre le jeu plus simple pour les autres, tout en le rendant plus complexe pour l'adversaire, une dualité qui rappelle immédiatement des références historiques comme Xavi Hernandez, maître absolu du tempo au FC Barcelona, ou encore Lothar Matthäus, capable de transformer un match par son intelligence positionnelle et sa lecture des espaces. Mais réduire Vitinha à ces comparaisons serait presque insuffisant, car il incarne une version moderne de ce rôle, adapté à un football plus rapide, plus physique et plus exigeant tactiquement, où chaque erreur de placement peut être immédiatement exploitée et où chaque décision doit être prise en une fraction de seconde. Une incertitude qui dépasse le simple cadre médical. L'approche d'un affrontement aussi crucial que celui face au Bayern Munich, la situation physique de Vitinha ne constitue pas seulement une information sportive, elle devient un véritable enjeu stratégique, presque psychologique, qui influence à la fois la préparation du PSG et celle de son adversaire. Officiellement, les signaux sont plutôt rassurants, avec une évolution favorable de son état, mais dans les coulisses, l'incertitude demeure suffisamment importante pour alimenter toutes les hypothèses, y compris celle d'un possible flou volontaire entretenu par le staff de Luis Enrique afin de maintenir le doute dans l'esprit de Vincent Kompany et de son équipe. Ce type de stratégie, bien que difficile à confirmer, n'est pas inhabituel à ce niveau de compétition, où chaque détail, chaque information, chaque absence ou présence potentielle peut modifier la manière dont un adversaire construit son plan de jeu, ajuste son pressing ou répartit ses efforts. Ainsi, Vitinha n'est plus seulement un joueur incertain, il devient une variable tactique à part entière, une inconnue qui pèse sur l'équation globale du match. L'architecte invisible du PSG, pour comprendre pleinement l'importance de Vitinha, il faut dépasser la surface et entrer dans la mécanique interne du jeu parisien, là où tout commence réellement, c'est-à-dire dans la première relance, dans la capacité à sortir proprement du pressing, dans la gestion des transitions et dans l'occupation intelligente des espaces intermédiaires. Avec lui sur le terrain, le Paris Saint-Germain gagne en fluidité, en cohérence et en contrôle. Car il agit comme un point d'équilibre permanent, capable de ralentir le jeu lorsque la situation l'exige,
puis d'accélérer brutalement dès qu'une opportunité apparaît, créant ainsi des décalages que peu de joueurs sont capables d'anticiper. Sans lui, en revanche, certaines fragilités apparaissent presque immédiatement, notamment dans la capacité à résister à un pressing intense, dans la qualité des sorties de balles et dans la coordination globale entre les lignes, ce qui peut offrir à une équipe comme le Bayern des opportunités précieuses pour imposer son propre rythme. Et c'est précisément là que réside toute la complexité de la situation. L'absence de Vitinha ne se remplace pas simplement par un autre joueur. Elle oblige à repenser l'équilibre entier de l'équipe. Un impact qui dépasse le PSG et inquiète toute l'Europe, qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est qu'elle ne concerne pas uniquement le PSG, mais qu'elle est observée avec une attention presque obsessionnelle par les médias et les analystes européens, en particulier en Allemagne, où l'on mesure parfaitement l'impact qu'un joueur comme Vitinha peut avoir sur une confrontation de ce niveau. Certains observateurs n'hésitent pas à affirmer que sa présence ou son absence pourrait, à elle seule, influencer l'issue de la double confrontation, tant il est devenu central dans l'identité de jeu parisienne, au point d'être considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du moment. Dans ce contexte, chaque information, chaque image d'entraînement, chaque déclaration devient un indice, un élément d'analyse, une tentative de décrypter une situation volontairement floue. Chevalier. La patience comme arme silencieuse pendant que toute l'attention se concentre sur les stars, les transferts et les grandes décisions tactiques, une autre réalité se joue en parallèle, plus discrète mais tout aussi révélatrice des exigences du très haut niveau, celle de la concurrence interne et de la gestion des trajectoires individuelles, incarnée ici par Lucas Chevalier. Arrivé avec des attentes importantes, il s'est rapidement retrouvé confronté à une réalité brutale, celle d'un poste où l'erreur ne pardonne pas et où la confiance peut basculer en quelques matchs, permettant à Matvei Safonov de s'imposer comme titulaire. Mais dans un club comme le PSG, perdre sa place ne signifie pas disparaître. Cela signifie entrer dans une phase différente, plus exigeante, où le travail invisible, la résilience mentale et la capacité à rester prêt deviennent essentiels. La temporalité comme facteur déterminant qui distingue les joueurs capables de s'imposer durablement à ce niveau, ce n'est pas uniquement leur talent, mais leur capacité à gérer le temps, à accepter des périodes de recul sans perdre leur ambition, à continuer à progresser même lorsqu'ils ne sont pas exposés. Dans le cas de Chevalier, cette période peut être interprétée non pas comme un échec, mais comme une étape de maturation, une phase où il doit renforcer ses points faibles, affiner ses qualités et se préparer à saisir la moindre opportunité, car dans un environnement aussi compétitif, les dynamiques peuvent changer très rapidement, et un simple enchaînement de performances peut suffire à renverser une hiérarchie apparemment établie. Une transition qui peut redéfinir l'identité du PSG que vit actuellement le Paris Saint-Germain dépasse largement le cadre d'une saison ou d'une série de résultats. Il s'agit d'un moment de bascule où les choix effectués aujourd'hui auront des répercussions profondes sur la trajectoire future du club. Entre la gestion de talents sous-exploités, les investissements potentiels sur des profils émergents, les incertitudes physiques de joueurs clés et les équilibres tactiques à trouver face aux plus grandes équipes européennes, le PSG évolue dans une zone de tension permanente où chaque décision peut soit renforcer sa structure, soit révéler ses fragilités. C'est une phase inconfortable, mais aussi riche en possibilités, car c'est précisément dans ces moments d'instabilité que se construisent les identités fortes. Une question qui dépasse le PSG. ET qui te concerne directement maintenant, prends une seconde et mets-toi réellement à la place des dirigeants du Paris Saint-Germain. Tu es face à un choix qui peut tout changer. Est-ce que tu fais confiance à ce que tu as déjà construit, en donnant enfin les clés du jeu à des joueurs comme Gonzalo Ramos, en espérant que des éléments comme Vitinha reviennent à 100% pour stabiliser l'équipe, et en pariant sur la continuité pour atteindre enfin cette domination totale en Europe? Ou alors, est-ce que tu décides de tout accélérer? Est-ce que tu prends le risque de bouleverser l'équilibre actuel pour aller chercher un profil comme Morgan Rogers à un prix colossal en envoyant un message fort, celui d'un club qui ne veut plus attendre, qui veut frapper maintenant, quitte à prendre des risques énormes? Mais laisse-moi te poser des questions encore plus directes. Est-ce que le PSG a vraiment le temps d'être patient aujourd'hui? Est-ce que ce projet peut encore se permettre une saison de transition?
Est-ce que laisser partir un joueur comme Ramos ne serait pas une erreur que le club pourrait regretter pendant des années plus tard? Et à l'inverse, est-ce que refuser d'investir massivement ne serait pas le signe d'un manque d'ambition au moment où tout le monde accélère autour? Et surtout, est-ce que tout repose finalement sur un seul homme comme Vitinha? Si lui n'est pas là dans les grands moments, est-ce que ce PSG peut vraiment rivaliser avec les plus grandes équipes d'Europe? Parce que la vraie question est peut-être encore plus profonde que ça. Le PSG veut-il devenir une machine parfaitement huilée, patiente, construite sur la durée, ou une force de frappe immédiate, spectaculaire, capable de tout renverser mais aussi de tout perdre? Et toi, honnêtement, tu choisis quoi? Dis-moi en commentaire, mais pas juste une réponse rapide. Explique ton choix. Défends ton idée, parce que là, on ne parle pas seulement d'un mercato. On parle de l'identité d'un club, de sa philosophie et de son avenir.